Cet épisode de Navigante vous est présenté par Paprec. Depuis plus de 20 ans, le leader du recyclage et producteur d'énergie verte est un fidèle partenaire de la voile et a soutenu de nombreux marins, comme Jean-Pierre Dick hier et Johan Richomme aujourd'hui. En 2023, Paprec a été plus loin en donnant son nom à la Transat Concarneau-Saint-Barthélemy, rebaptisée la Transat Paprec. Une épreuve qui marque l'histoire de la course au large, puisque son nouveau sponsor l'a voulu mixte, une grande première. Un engagement fort qui s'inscrit dans la durée, destiné à donner aux femmes skippers une nouvelle place pour s'exprimer. Ce qu'elles ont d'ailleurs fait avec talent et pugnacité sur cette première édition courue en double mixte qui a donné envie à nombre d'entre elles de remettre ça en 2025. Bonjour à tous, bienvenue dans Navigante, le podcast dédié aux femmes de la course au large et de la régate, celles sous les feux des projecteurs, celles de l'ombre aussi, à ces femmes compétitrices, déterminées, qui mènent parfois 1000 vies en une. Elles vont vous raconter leur parcours, leur bonheur, leurs cicatrices, leur place dans le monde de la voile. Elles vont nous dire ce qui les anime encore et toujours. On va partir à la rencontre de ces navigantes très inspirantes. Navigante est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, un studio de production de contenu, ainsi qu'une plateforme de vidéos à la demande et un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Hélène Cougoul et vous écoutez Navigante. C'est la vraie vie, c'est une richesse. Voilà comment notre invitée décrit la mixité. Depuis plusieurs années, elle est vice-présidente de la Fédération française de voile en charge de cette mixité, justement. Un vrai cheval de bataille. Elle pétille, son œil est vif, son sourire bienveillant. Brestoise, elle tire ses premiers bords dans la rade, en caravelle, en cas de vin, en vaurien, mais cela reste un loisir avant tout. Quand elle devient maman de 3 filles, la voile prend plus de place. D'abord en les accompagnant aux entraînements et aux compétitions, puis petit à petit en s'impliquant dans la vie du club, puis celle du département, pour ensuite agir au niveau national au sein de la Fédération française de voile, alors présidée par Jean-Pierre Champion. L'objectif, développer la pratique féminine. C'était il y a plus de 10 ans. Les quotas, les règlements qui évoluent pour imposer les navigatrices, les sélections 100% féminines, on a envie d'avoir son avis. Les chiffres qui montrent que oui, la voile est mixte, mais que non, elle ne l'est plus. Quand on parle de compétition et de professionnalisme, on a envie d'avoir son analyse. La lutte contre les stéréotypes et les progrès, on veut mieux comprendre et connaître son implication. Christine Courtois est l'invitée de ce nouvel épisode de Navigante. Bonjour Christine, comment vas-tu? Ça va bien, Hélène, et je suis ravie de pouvoir bavarder avec toi aujourd'hui sur un sujet qui me tient vraiment à cœur. Est-ce que tu peux nous raconter un peu où tu te trouves là, comment ça va? Voilà, je me trouve à Brest, chez moi. On va revenir sur, évidemment tout ce dont on a parlé. Je vais évidemment te poser, ma question traditionnelle de début de podcast, mais, on va faire un petit point sur l'actu quand même puisqu'il y a eu le départ du Vendée Globe il y a quelques jours avec 6 femmes, au départ comme en 2021, ce qui est mieux évidemment que 2016 où il y en avait pas du tout, ce qui est mieux qu'en 2012 on n'y avait qu'une, ce qui est mieux que la plupart des Vendée Globe où en général, allez, on les comptait sur les demi-doigts, d'une demi-main. Hem C'est une réjouissance de voir 6 femmes au départ? Oui, c'est une réjouissance parce que je pense qu'effectivement les choses bougent. Alors, on pourrait dire que 6 femmes, évidemment sur 40 engagées, c'est pas beaucoup, mais en même temps, sont des projets qui sont tellement prégnants que sans doute qu'il va encore falloir un petit peu de temps pour que ces chiffres augmentent. En tous les cas, je pense que ces 6 femmes, autant qu'elles sont, enfin chacune a des qualités énormes. Je pense qu'elles sont téméraires, qu'elles sont comment dire, elles ont préparé leur projet à fond. euh, et je suis persuadée que, en tous les cas, c'est ce que je leur souhaite, qu'elles iront jusqu'au bout. Effectivement, on discutait avec, Sam Davis qui disait: «On est peut-être, entre guillemets "que 6", mais en tout cas sont, 6 projets, solides, avec, voilà beaucoup d'entraînement, avec un sponsor notamment pour Sam qui a construit un bateau
pour, ce Vendée Globe-là. Et alors ce qui est assez dingue, c'est qu'effectivement, c'est la première fois. Donc effectivement, 6 femmes avec des projets très solides, ce que tu soulignais, quoi. Allez, je vais te poser ma première question, la question rituelle. Si je te dis, la voile et les femmes, la place des femmes dans ce milieu, qu'est-ce que tu me réponds à brûle-pourpoint? À brûle-pourpoint, je dirais, ben, en fait, ça devrait pas être une question parce que la voile est un sport mixte par essence et donc on devrait pas avoir, les femmes ne devraient pas avoir à prendre leur place puisqu'elles devraient en avoir une de fait. Et ceci dit, je pense que quand même les choses évoluent et vont dans le bon sens. Quand on voit, puisqu'on parlait de course au large, toutes les opportunités maintenant qui leur sont offertes, hein, c'est quelque chose qu'on voyait pas il y a 15 ans, quoi. Donc, le chemin va être long encore, mais je pense qu'on peut se réjouir quand même que les choses évoluent. Christine, comment est-ce que ça a commencé ton histoire, avec la mer et avec la voile? Alors quand on est de Brest, il y a comme une espèce d'évidence, mais est-ce que c'était une évidence? Euh, pas vraiment à l'époque. Moi, j'avais un papa qui était marin de commerce, hein. Et donc, quand mon père était, quand j'étais petite et que mon père était en congé, quand on allait sur l'eau, c'était plus pour aller à la pêche. Il avait un petit bateau et donc il m'emmenait à la pêche avec lui et c'était d'excellents souvenirs. Mais la voile pour lui, ça avait aller sur l'eau, ça avait une fonction particulière. C'était pas du loisir, hein. Et donc bon, après mes parents m'ont mis, j'ai fait des stages de voile, hein, voilà, mais c'était du loisir, hein. Et en fait, je me suis plus particulièrement intéressée à ce sport, hein, quand nous avons eu des enfants et qu'on a à qui on a proposé de faire de la voile. Donc, ben Pauline, hein, l'aînée, et ses sœurs qui ont suivi. Et donc, comme elles ont eu, enfin, je pense que la voile, voilà, les parents incitent les enfants à faire de la voile, leur proposent de faire de la voile, hein, mais quand ils continuent dans ce sport, je pense que c'est aussi parce qu'ils ont fait, et les parents ont fait la rencontre d'entraîneurs, hein, qui ont su leur apporter, enfin, leur partager leur passion avec eux, et donc voilà, donc c'est ce qui s'est passé pour les filles. Et comme la voile prenait beaucoup de temps dans la famille, mon mari et moi, on s'est du coup aussi engagés au niveau du club où on nous a sollicité. Alors au début, c'est toujours pour accompagner, et puis après, on nous a proposé d'intégrer le conseil d'administration du club. C'est un petit peu comme ça que j'ai commencé. Et notamment, on m'avait confié avec une autre maman de coureur, hein, on nous avait demandé de nous occuper de la vie de club. Alors moi, dans ma tête, et puis l'autre maman, c'était un petit peu pareil, la vie de club, pour nous, c'était plus les animations. Mais en fait, à l'époque, quand le conseil d'administration nous avait confié cette mission, c'était plutôt mettre de l'ordre et nous occuper, comment dire, de faire du club un lieu accueillant. Alors ça nous a occupé 2 samedis où on a mis un peu de convivialité. Mais en fait, voilà, c'était pas trop fait pour nous, quoi. Ça allait pas nous occuper. Alors moi, je me suis formée comme commissaire aux résultats. Donc j'allais sur les épreuves et puis voilà. Après, quand on circule un peu sur le circuit de régate, on est un petit peu repéré, sans doute. Voilà, le CDV à l'époque m'avait demandé si je voulais bien intégrer le conseil d'administration. Puis j'ai été trésorière du CDV. Et puis après, voilà, j'ai été administratrice à la Ligue. Et puis en 2013, Jean-Pierre Champion m'a demandé, alors je ne sais pas pourquoi, parce qu'en fait, je pense que j'avais pas vraiment de prédisposition pour ça, si ce n'est que j'avais 3 filles qui 3 faisaient de filles, la voile. qui ouais, 3 filles. Mais voilà, si je voulais bien prendre en charge la commission féminine au sein de la fédération. Alors, ce qui m'a fait dire oui, c'est qu'en 2013, le ministère, hein, pour la première fois, demandé aux fédérations de faire un plan de féminisation. J'ai effectivement, puisque j'avais lu ça dans ton parcours, on va bien sûr continuer, hein, heu
retrouver cette déclaration de 2013, de madame, Valérie, Fournéron, qui était ministre des Sports, à l'époque, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative. Et effectivement, il y a cette déclaration, qui date du 27 novembre 2013. Il y a toute une déclaration sur l'obligation de féminiser le sport féminin à la télévision, et il y avait aussi cette phrase: «Les fédérations ont désormais l'obligation de se doter d'un plan de féminisation, et on peut déjà constater des progrès notables. Je remercie donc toutes les fédérations de participer à cette politique ambitieuse», et cetera, et cetera. Et je me dis qu'effectivement, c'est dans ce cadre-là que tu as été, appelée par Jean-Pierre Champion. Oui, voilà. Et donc, je trouvais que c'était un challenge intéressant et j'étais accompagnée par Henri Giraud qui était cadre à la fédération et donc, voilà, on a bâti le premier plan de féminisation 2013-2017 et je pense que, à partir de là, les choses ont quand même, commencé à bouger au sein de la fédération et comment dire? Là, sur le dernier mandat, Jean-Luc Denéchaud a souhaité que la mixité, ce soit une vice-présidence et donc, ça a mis encore plus l'accent sur la nécessité de féminiser, en tous les cas d'avoir une attention particulière pour féminiser la voile. Bon, Christine, on va revenir à 2013, puisqu'il y a ce premier plan de féminisation 2013-2017. D'abord, quand on te demande ça, quel est le premier constat? Quel est le constat que tu fais à l'époque? Le constat que je fais à l'époque, hein, c'est que au niveau des titres qui sont délivrés par la Fédération française de voile, on est quasiment à parité jusqu'à 10-12 ans. On a une parité. Et puis après, les choses se dégradent. Et donc, le premier constat, c'est de se dire, ben, c'est sans doute parce que les filles seraient plus studieuses que les garçons, peut-être, et qu'elles abandonneraient la voile pour se consacrer à leurs études. Un petit peu plus tard, il y a une étude qui est faite au sein de la fédération, et là, on s'aperçoit qu'en fait, c'est pas tout à fait ça. Effectivement, les filles arrêtent, mais il y en a d'autres qui arrivent à la fédération et que c'est plus le problème qu'on a, c'est peut-être plus un problème aussi pour fidéliser les femmes. Donc, ce qui nous fait penser que on a plusieurs axes de travail à avoir, hein. Parce elle se lasse, elle veut faire un autre sport. Pourquoi cette non-fidélité, si je puis dire, elle est imputée à quoi? Plusieurs choses. Peut-être que parfois les supports ne sont pas forcément adaptés. Peut-être que elles sont pas dans un milieu qui est suffisamment bienveillant pour continuer à s'y investir. Il y a plusieurs pistes en fait, hein. Et alors sur quoi vous vous mettez à travailler en 1er? Quels sont les axes, de l'époque? Et puis, voilà, qu'est-ce que vous mettez en place? Quelque part, on se dit aussi par où commencer? Par où commencer? On se dit, et je trouve que maintenant, vu de vu en 2024, je me dis c'était un peu naïf quand même. On on se dit, eh bien, mixité, parité, et donc on va faire en sorte que tous les projets soient mixtes. Belle ambition. Belle ambition. Sauf que, à mon avis, il y en a d'autres qui avaient pensé, qui avaient pensé avant et qui, voilà, et ça n'avait pas abouti. En fait, c'est un petit peu ça. Déjà, ça prend une bonne année, hein, le temps de construire un plan de féminisation, de se dire qu'il faut qu'on recrute, enfin qu'on forme davantage de monitrices, là aussi pour qu'on ait de monitrices, d'entraîneurs femmes, etc. Euh, voilà. Les choses bougent un petit peu, mais comment dire, on se rend compte à l'issue du plan, donc 2013-2017, que finalement ça bouge pas très vite quand même. Alors ceci dit, maintenant peut-être que ça bouge pas beaucoup plus vite, mais on a d'autres pistes et qui sont beaucoup plus encourageantes.
Quel genre, d'obstacles vous avez pu rencontrer? Ah, je me souviens d'avoir été présentée au Conseil des ligues, hein, donc avec tous les présidents de ligues, hein, le premier plan de féminisation. Et là, je vivais un énorme moment de solitude. Heureusement que Henri Giraud, le cadre fédéral, était à côté de moi parce que je sentais son soutien qui me faisait du bien parce que j'avais l'impression d'être une extraterrestre, quoi. J'avais des présidents qui, à l'époque, ne comprenaient pas pourquoi on avait besoin de faire un plan de féminisation et que si les femmes ne venaient pas à la voile, c'est parce qu'elles n'avaient pas envie de venir, mais que rien ne les empêchait de venir faire de la voile. Ah, les mentalités, ont quand même un peu changé aujourd'hui. C'est sûr que Complètement. Et ce qui fait quand même plaisir, que c'est de voir que ces personnes qui pouvaient être très réfractaires en 2013 ont aussi évolué dans leur manière de penser les choses. Et ça, je trouve que c'est positif. quel genre de retour vous avez justement, allez, on va dire 11 ans plus tard, de peut-être personnes qui étaient réfractaires à l'époque et qui vous disent peut-être aujourd'hui, «Bah oui, c'était une idée, c'était une bonne idée, ça nous apporte telle et telle chose»? Ben déjà, ils reconnaissent qu'ils ont évolué dans leur manière de voir les choses, hein. Et y compris, on voit bien aujourd'hui dans des programmes comme on a mis là le WLS Trophy, des régates 100% féminines, etc. On voit bien que le succès, en fait, c'est quelque chose de concret. Donc, ils peuvent pas non plus, comment dire, Oui, bah ça faire c'est l'autruche. factuel, Voilà, c'est c'est factuel. factuel. Mais euh, ce qui fait plaisir, c'est que des personnes qui ont été réfractaires aujourd'hui sont à nos côtés, au contraire, pour faire avancer les choses. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Il y a eu ce premier plan, il y a aussi le plan qui a été mis en place jusqu'à 2024. Qu'est-ce que vous continuez de développer? On va bien sûr parler, hein, aussi du Women Leading and Sailing, et cetera, mais qu'est-ce que vous continuez à mettre en place, vous et votre équipe, enfin toi et ton équipe? Oui, alors effectivement, c'est bien de souligner ça. Je ne travaille pas toute seule. J'ai un cadre là qui travaille avec moi qui s'appelle Julien Magurneau et puis un groupe de travail. Et donc, en fait, ce qu'on s'est aperçu avec l'expérience, c'est que euh, les femmes manquent de confiance en elles pour aller sur des projets et que il fallait qu'on leur donne la possibilité de se former dans un milieu qui soit bienveillant. Et donc là, on a aussi adopté une autre manière de travailler, c'est-à-dire que euh, au début, moi, j'étais un peu partie bille en tête et j'essayais de convaincre. Et Allez-y, n'ayez pas peur, ça va bien se passer et ça suffit allez-y, pas. n'ayez pas peur. Et puis j'essayais de donner 1000 arguments qui faisaient que on avait tout intérêt à développer la voile, enfin à faciliter la pratique de la voile pour les femmes. Et puis avec le temps, j'ai un peu calmé mes ardeurs, hein, et et avec le groupe de travail, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut qu'on avance avec les gens qui ont envie d'avancer, que nous, à notre place, on n'arrivera pas à changer des mentalités par le discours. En revanche, l'expérience d'autres qui ont mis en place euh, des choses aura beaucoup plus de poids. Et donc, tout ça pour en revenir, Hélène, à dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que le 100% féminin est un tremplin pour aller vers la mixité. Enfin, on l'a démontré par le circuit de régate 100% féminin qu'on a mis en place en 2019, où on a vu des équipages, ce qui est intéressant, des équipages novices et aussi des équipages de gens confirmés venir sur ces épreuves. Je pourrais peut-être en reparler tout à l'heure, mais Bien c'est sûr, bien sûr. partie du constat que pour la Women's Cup, on avait plein d'équipages féminins qui venaient. Et donc, le 100% féminin, on se rend compte que certaines femmes, pas toutes, mais certaines femmes ont besoin d'être dans un univers plus sécure
pour apprendre, pour s'autoriser à expérimenter différents postes, par exemple sur un bateau. Et donc, que cette assurance leur permet ensuite d'aller vers des projets mixtes. Et donc, sans doute, ça contribue à les fidéliser. Justement, on peut en parler de ce, LS Trophy, donc créé en 2019, qui vient de ce Women Leading and Sailing. J'aime bien le j'aime bien le nom, qui m'a fait penser un peu au Majatin Project. On pourra peut-être Oui, en discuter, aussi, oui. une sorte de Majatin Project, version française. Hem, on peut en parler de ce projet-là, de ce circuit, là. Qui vous Comment vous l'avez mis en place? Quel genre de coureuse vous avez, de navigatrices vous avez vu arriver? Peut-être des exemples qui en sont sortis et qui ont grandi grâce à ce circuit-là? Oui, Women Leading in Sailing, c'est-à-dire on s'est dit qu'il fallait que à la fédération on ne connaissait pas toutes les comment dire tous les projets qu'il pouvait y avoir dans les clubs, dans les ligues, dans les CDV euh, qui contribuaient au développement de la pratique féminine et qu'il fallait un petit peu un emblème ou un je sais pas comment on pourrait dire un Une bannière pour rassembler tout bannière ça? pour rassembler tous ces projets. Et donc, on a créé ce concept WLS. Et puis donc, je parlais tout à l'heure de la Women's Cup. La Women's Cup était une régate qui avait lieu tous les ans à Pornichet en mars, autour du 8 mars. Et donc là, on avait toujours un maximum d'équipage, des filles qui prenaient leur licence uniquement pour cette épreuve et qui après ne naviguaient plus le reste de l'année. Et là, je m'étais dit que c'était quand même un peu dommage de prendre sa licence pour une épreuve et puis de surtout de voir autant de sourires et autant de bienveillance pendant ce week-end de la Women's Cup. Et on a cherché avec Henri Giraud, on a cherché des clubs qui seraient volontaires pour organiser une épreuve 100% féminine. La première année, on a eu 3 clubs qui se sont manifestés. Et donc, eh bien, on a vu des équipages féminins arriver sur le circuit. Et aujourd'hui, alors ce circuit a grossi tous les ans. Là, cette année, 2024, c'est une participation record. On est à 80 équipages et 422 filles qui ont participé cette année au circuit WLS. C'est monstrueux, c'est génial. C'est génial et toutes peuvent nous dire que ce qu'elles apprécient, c'est la bienveillance et le fait qu'il n'y ait pas de jugement, que il y a un partage d'expérience. Il y a un partage d'expérience qui se fait. Les navigatrices commencent à tout à bien se connaître parce qu'en fait, c'est un circuit qui est auquel elles sont assez fidèles. On a des équipages qui participent depuis le début. Et puis, ce que je trouve intéressant, c'est que quand on regarde maintenant ces filles-là, elles sont parties, elles ont été sollicitées pour partir sur des projets mixtes. Non, non, j'allais dire donc on voit bien qu'elles ont gagné en confiance, et maintenant elles se sentent légitimes pour aller sur d'autres, voguer vers d'autres Projet et effectivement, projets. projet mixte, effectivement et on en voit de plus en plus. Hem, je pensais aux quotas, on parle souvent des quotas aussi. On Je pense aux quotas dans The Ocean Race, je pense aux quotas, dans le CLGP notamment. Je pense aussi aux règlements avec les sponsors qui imposent, la mixité comme pour la Transat Paprec ou la Plastimo, Mini, 650. Ouais. Mmh. Il faut passer par des quotas, Christine? Ou ouais, voilà, est-ce que c'est malheureux de devoir passer par des quotas ou est-ce que finalement, c'est une première pierre et bientôt on n'aura plus besoin de ça? Je ne sais pas si bientôt on en aura plus besoin. En tous les cas, je trouve que c'est une excellente chose, hein. Je pense que s'il y avait pas eu ces quotas, c'est clair qu'il y a des filles qui ne seraient jamais allées vers la course au large. Et là, je suis bien placée pour en parler parce que je pense que Pauline, par exemple, ne serait jamais allée, enfin en tous les cas pas tout de suite sur un projet de transat double mixte. Mais effectivement, euh,
s'il y avait pas ça aujourd'hui, je pense que les choses mettraient beaucoup plus de temps, quoi. La plastimo, je me souviens quand de regarder sur les réseaux sociaux les commentaires qu'il pouvait y avoir. Il n'y aura jamais assez de filles, on ne les trouvera pas, ça va plomber l'épreuve, etc. La première édition, 85 filles se postulent, 80 au départ. Enfin, je pense que quand on donne l'opportunité aux femmes, elles répondent présentes, hein, et que ce qui peut peut-être aussi faire la différence, c'est que je pense qu'une femme, hein, pour qu'elle s'engage sur un projet, faut qu'elle se sente bien préparée, en confiance, etc. Et donc, on peut. Enfin, moi, j'ai du mal à entendre que quand on met des femmes sur un projet, ça plombe l'affaire, quoi. Et on l'a entendu aussi sur la Transat Paprec, hein, en disant euh, bon, personne ne viendra, etc. Et je pense que les les coureurs qui ont pu avoir cette comment dire C'est a priori? oui, cet a priori penser cela, en fait se sont pénalisés eux-mêmes parce qu'ils sont pas allés courir l'épreuve. Je suis sûre que je ferai le pari que pour la deuxième édition, il y aura plus de 11 équipages au départ. On a hâte de voir justement cette, ligne de départ. Quel retour elles vous font justement, vos filles? Parce qu'on parle de Pauline, depuis, tout à l'heure. Il y a Jeanne et Julia aussi, hein, Complètement. mais c'est vrai que Pauline est, la plus connue de vos 3 filles avec un palmarès, phénoménal de quadruple championne du monde de match racing. Elle a été aussi, barreuse sur, la Women America's Cup, la première re Women America's Cup. Elle vous fait quel genre de retour? Quel genre de discussion vous avez avec Pauline justement à ce sujet-là? Euh, je pense que la mixité pour Pauline c'est pas un sujet, mais comme c'est pas forcément un sujet pour ses sœurs, hein. Enfin, je pense que euh, Pauline, enfin les trois en fait ont pas quand elles étaient jeunes n'ont pas eu euh, à, à se battre entre guillemets. Enfin, j'aime pas trop l'expression, mais elles ont réussi à faire leur place, on va dire, hein, quand elles étaient, que ce soit au pôle ou dans le club. Alors déjà, quand elles étaient petites dans le club, je crois qu'il y avait une majorité de filles et que peut-être que c'était peut-être pour les garçons que c'était plus dur parce que elles étaient des filles bien toniques et qui n'avaient pas la langue dans leur poche. Donc et maintenant, ben, Pauline, je pense que son expérience et du coup ses résultats, mais qui sont aussi le résultat de beaucoup de travail. Enfin, ça ouvre des portes forcément, mais et donc ça lui permet d'aller vers, ça ouvre le champ des possibles. Bien sûr. Voilà. Mais Jeanne et Julia, alors peut-être que je parle plus de Pauline parce que Pauline, ayant son statut sportif de haut niveau, etc., a une décharge pour naviguer. Ses sœurs, elles, Doivent combiner avec leur travail, comme beaucoup, hein? voilà. Et donc forcément, c'est un peu plus contraignant. Ceci dit, comment dire, il y aurait pas eu Jeanne et Julia, elles naviguaient ensemble en 4-20. Julia était l'équipière de Jeanne. Et donc, Julia a dû arrêter parce qu'elle a fait pharmacie. Et elles ont repris la voile, hein, à mon grand étonnement, parce que je pensais que c'était une histoire un peu ancienne, quand lors de la Transat Jacques Vabre en 2021, la directrice Caroline Caron avait proposé un projet Cap pour Cap elle. pour elle. Et je me rappelle encore, un soir, elle venait dîner à la maison, Jeanne et Julia, et elles nous ont dit, ah ben, on a quelque chose à vous annoncer. Et alors là, moi, je suis mais tombée des nues, quoi. Je ne pensais jamais qu'elles allaient candidater. Et d'ailleurs, moi, ça me faisait très très peur. Je trouvais que c'était voilà. Non, non, donc c'est important ces projets, ces quotas, parce que ça ouvre. Là, on parle de mes filles, mais ça ouvre à d'autres. Je pense à Tiffaine Ragnaud, qui a fait le dernier projet Cap pour elle.
voilà, c'est aussi des choses qui permettent à des filles qui n'auraient pas forcément été vers la course au large de faire une transat, quoi. Qu'est-ce que, tu as encore, dans la tête pour, bah, le prochain projet de féminisation? C'est quoi les chantiers encore? Le chantier, c'est d'arriver à ce que enfin là, on a un chantier en cours qui est je pense que c'est important en fait que les femmes aient les mêmes chances de se former que les garçons. Aujourd'hui, on sait que dans les clubs, on a plus de moniteurs, d'entraîneurs hommes que femmes, et que forcément, euh, ben, ils sont plus habitués à former leurs pairs, sans doute, que les attentes des filles ne sont pas forcément les mêmes que celles des garçons. Et donc, on a proposé aux clubs qui le souhaitent de les accompagner, en tous les cas, euh, pour qu'ils proposent des groupes 100% féminins de pratiques régulières, mais 100% féminins, à côté de leur offre de pratique mixte qui est l'offre habituelle dans les clubs. Et là, ça fait 2 ans, on a 2 ans, on est dans la 3e année, on a 15 clubs qui se sont lancés dans cette expérimentation, notamment, par exemple, je pense à Locmariaquer. Locmariaquer, c'était un club du Morbihan qui fonctionnait principalement l'été avec des Parisiens qui venaient en vacances et qui avaient leur résidence secondaire, voilà, et puis qui le reste du temps Vivoter? vivotaient. Et là, le club a mis en place un, un groupe 100% féminin le samedi. Et les femmes, petit à petit, sont venues et il y a une vraie dynamique. Et du coup, ça a fait venir aussi les enfants au club. Et donc, il y a un jardin des mères. Je suis allée dans ce club, il y a une ambiance, je trouve, extraordinaire et surtout beaucoup de convivialité, parce qu'il y a aussi, après la navigation, parfois ils mangent ensemble, etc. Et les papas gardent les enfants aussi parfois. Donc, en tous les cas, ça c'est un exemple. On a d'autres structures qui ont mis ça en place. On sait que c'est un succès à tel point que parfois c'est l'encadrement qui pose souci puisque le groupe grandit et puis on n'a pas forcément les moyens, les clubs n'ont pas forcément les moyens de trouver un encadrement. Voilà. C'est, même si j'ai bien entendu ce que tu disais sur, la nécessité peut-être effectivement d'avoir ce 100 féminin pour pouvoir, apprendre, grandir, dans la bienveillance et cetera. Malgré tout, dans les retours que tu as des femmes, c'est une volonté d'être dans ce 100 féminin? Alors oui, alors comment dire, aujourd'hui souvent quand on interroge, si j'interrogeais ou je les côtoie, je dis si j'interrogeais, mais je les interroge souvent. Si on regarde les femmes qui sont aujourd'hui dans la course au large, alors on a des militantes, je pense à Justine Métro là qui est, Qui est en mer sur le Vendée Globe? qui est en mer, ou Samantha Davis, ce sont des figures quand même très inspirantes, Et qui travaille beaucoup, justement avec le Majata Project, voilà, complètement. qu'ils font vivre en Europe. Mais ce sont des filles qui ont fait leur place aujourd'hui et qui comment dire, ne vont pas forcément dire que la mixité est vraiment un problème puisqu'elles ont fait leur place et que voilà, elles ont quand même des caractéristiques un peu communes, c'est-à-dire un fort caractère, euh, des travailleuses engagées, etc. Si on interroge les plus jeunes ou des femmes qui viennent pratiquer en loisir dans les clubs, elles n'ont pas tout à fait ce même discours. Et en fait, on parle d'un groupe mixte. En fait, il suffit qu'il y ait une femme pour qu'on parle d'un groupe mixte. Mais quand on est la seule femme, eh bien, parfois, on n'ose pas s'imposer, dire, ben moi, j'aimerais bien prendre la barre. Ce que font souvent les garçons, en fait, qui n'ont pas de complexe, en fait, et qui vont avoir le soutien de leur père. Oui, parce que ce qui est, finalement assez le cas dans la société ou dans n'importe quelle entreprise, c'est vrai qu'on verra moins souvent une femme oser dire, «Si, si, moi je veux bien ce poste à grosse responsabilité». Elle osera jamais le dire à voix haute, ce qu'un homme osera peut-être plus facilement faire, comme pour récupérer la barre du bateau.
complètement, et c'est la même chose au niveau de la gouvernance. Heu, on a peu de femmes, aujourd'hui, présidentes de clubs. Donc, il y a aussi tout un travail à faire, hein, au niveau, je parlais tout à l'heure de l'encadrement de la pratique pour avoir plus de jeunes filles, de femmes, entraîneurs ou même monitrices, hein, chez les jeunes. Mais au niveau de la gouvernance, on sait aussi que les femmes font venir les femmes, hein. Quand on a une présidente de club, on a plus de femmes au conseil d'administration de manière, en général. Christine, puisqu'on est sur ce sujet-là, il y en a un qui découle, finalement, c'est la maternité. Hem Ça a été, alors on en a beaucoup parlé, si on parle des navigatrices, on a beaucoup parlé de, Charline Picon et Camille Lecointre, par exemple, qui ont, très bien réussi et voilà, à force aussi d'une organisation assez dantesque à avoir des enfants, tout en continuant, leur, préparation olympique et en continuant à aller aux Jeux et aller chercher des médailles aux Jeux. Il y a évidemment eu, toute cette histoire, autour de Clarisse Kremer, l'année dernière. Hem, Qu'est-ce qui est déjà mis en place? Qu'est-ce qui, devrait être, mis en place? Est-ce qu'il y a, des objectifs aussi qui ont été posés pour ce sujet-là? Moi, je pense que maintenant, la maternité est quand même accompagnée, par la fédération, hein. Ce que disent, Charline et Camille d'ailleurs, hein. Complètement, et puis, ben, par rapport à l'entraînement, à la reprise aussi après la maternité. Donc là, les choses, sont prises en compte. Après, tu parlais de Clarisse, hein. Je pense que maintenant que avant, je pense que les femmes, c'était plus compliqué pour une femme d'envisager, ou en tous les cas, la question s'était pas posée d'avoir des enfants pendant son parcours sportif, et que les femmes, du coup, peut-être, s'auto-censuraient aussi en disant, bah, ça va être compliqué de reprendre et donc vaut mieux que j'arrête. Voilà. Maintenant, c'est quelque chose dont tout le monde a davantage conscience, que dans la vie d'une femme, à un moment, avoir des enfants, ça peut être, un objectif, hein, à côté d'un projet sportif, et que, c'est compatible, et donc, je pense que l'accompagnement, du coup, il se fait mieux, quoi. Justement, ça veut dire quoi quand tu dis, heu c'est vraiment quelque chose qui est pris en compte par la fédération. La fédération, accompagne. Concrètement, ça veut dire quoi aujourd'hui? Pour, notamment, je pense aux athlètes, de l'équipe de France, de voile olympique, par exemple? Eh bien, la possibilité, en tous les cas, d'être, aussi, bon, on parlait des entraînements, la reprise des entraînements, le contenu des entraînements, et cetera. Comme, et puis aussi, le fait d'être, aidé pour, pouvoir, avoir ses Des enfants enfants? ensuite, voilà, pour la garde des enfants. Ouais, la fameuse garderie. Je crois que c'est Pauline justement, ta fille qui nous disait que sur le circuit féminin de match racing, c'était quelque chose qui était pris en compte depuis fort, fort longtemps justement, en termes de points. Par exemple, une femme qui avait décidé d'avoir un enfant conservait ses points pour l'année d'après et puis qu'il y avait même, voilà des histoires de garderie qui étaient déjà un peu, mises en place. Parce que c'est quand même un vrai sujet ça, la garderie et de pouvoir avoir, ses enfants avec soi sur une compétition, ce qui est compliqué toujours, hein. On l'avait fait, à Baden, sur une épreuve de match racing, féminin, effectivement, sur le World Tour, hein. Et donc, ça avait permis au comité de course, notamment, de pouvoir, mettre ses enfants, à la garderie. On va même pas dire que c'était une garderie, c'était vraiment un accueil des enfants, puisqu'on leur a proposé du paddle, etc. Et puis, donc les bébés étaient aussi, pris en charge, et je me rappelle de voir les Suédoises venir, il y avait une Suédoise qui allaitait son bébé, de venir entre les matchs, allaiter son bébé. Donc, là, je crois que, alors ça demande beaucoup de logistique, mais en tous les cas, ça va être un de nos objectifs, hein, sur les grosses épreuves, notamment, de pouvoir, proposer, peut-être, quelque chose pour les enfants. On l'a, entendu dans ton discours, Christine, on l'entend dans cette, ferveur, qui t'anime quand tu parles de tout ça. Hem
Qu'est-ce qui te fait avancer? Pourquoi est-ce que tu as pris cette cause, à bras le corps? Hem, moi, je suis sensible aux notions d'équité, je pense, hein, et je vois pas pourquoi le genre serait un frein à à à la pratique d'un sport ou même, à l'accessibilité à un poste ou de manière plus générale, je vois pas en quoi, il y a une différence entre les femmes et les hommes à ce niveau-là. Alors effectivement, on peut dire en ce qui concerne la voile, oui, les femmes ont moins de force que les hommes, etc. Oui, la force physique, mais la force physique, ça fait pas tout. Et donc, quand on voit des projets aujourd'hui, bon, tu parlais tout à l'heure de l'équipage sur l'America's Cup, hein, les women aujourd'hui, ce qu'on leur demande, c'est pas forcément d'avoir une force physique comparable à celle des hommes. En revanche, je pense que les femmes sur plus les bateaux sont sophistiqués peut-être et en tous les cas maintenant il y a beaucoup d'électronique à bord des bateaux. Euh, les voilà la force physique va peut-être moins compter et en tous les cas sur même quand elle compte parce qu'on parle de transat, on parle du Vendée Globe et suivant le budget qu'on a, tu disais Sam, c'est son premier bateau qu'elle fait construire et donc qu'elle peut faire, sur lequel elle peut faire, elle peut un peu avoir les aménagements qu'elle À sa souhaite. main? Voilà. Mais sur des courses qui durent très très longtemps, la force physique, elle va jouer un petit peu, mais il y a surtout le mental et puis la capacité à prendre les bonnes décisions au bon moment. Et ça, qu'on soit un homme ou une femme, je pense qu'on est à égalité par rapport à ça. C'est quelque chose qui t'anime depuis toujours? Euh, non, je crois pas, parce qu'en fait, quand Jean-Pierre Champion m'a fait cette proposition-là, je me suis dit, mais pourquoi moi? Je pense qu'en revanche, quand j'accepte, enfin, c'est plus, comment dire, c'est plus une qualité, mais qui peut valoir pour autre chose. Quand j'accepte de m'engager pour une cause, je sais pas trop faire les choses à moitié, en fait. Faut que j'y croie parce que sinon ça peut pas marcher. C'est quoi, ton objectif, Christine? Alors je dis pas rêve parce que, bon si, remarque ça pourrait être rêve, mais, la féminisation dans la voile sera réussie quand? Je te laisse continuer ma phrase. Quand toutes les filles pourront mener à terme leurs projets, alors qu'ils soient pas forcément, enfin qu'ils soient, comment dire, en rapport avec leurs ambitions. Et pour toutes, ce ne sera pas l'élite ou le très haut niveau, mais en tous les cas, que chacune ait la possibilité de vivre ses rêves. Il y a des femmes là aujourd'hui que tu trouves inspirantes, justement, navigatrices ou pas d'ailleurs, hein, mais, on parle beaucoup des navigatrices depuis tout à l'heure. Il y en a que, voilà, que tu trouves inspirantes, tu dis: «Ouais, elles sont balèzes celles-là». Alors, À part tes filles, bien sûr. non, oui, bien sûr. Souvent, je leur dis, mais c'est pas possible, ce ne sont pas des gènes maternels que vous avez parce que Elles t'épatent? oui, oui, elles m'épatent, mais comme toutes, là, les 6 filles qui sont sur le Vendée Globe, oui, elles m'épatent et la petite Violette, m'épate. Violette d'Orange qui fait son 1er Vendée Globe à 23 ans, qui est la benjamine de cette flotte. C'est vrai qu'elle est assez épatante. Voilà, elle m'épate. Mais après, je veux dire, alors évidemment, mais il y en enfin même sur le cir enfin, je veux pas dire même, sur le circuit, WLS, il y a d'autres femmes qui m'épatent aussi quand je vois leur capacité à amener d'autres femmes naviguer et elles sont, dans l'ombre parce qu'elles se rendent pas compte du travail qu'elles font. Je pense à Sandrine Mourniac là, parce que d'abord elle est brestoise et que je la côtoie, voilà, Sandrine, elle fait un gros travail au niveau de l'entreprise, elle travaille chez Orange et donc au niveau de la voile entreprise, elle fait un gros travail et elle amène sur le circuit de régate des femmes qui n'ont
pour certaines que très peu d'expérience. Et je me dis que ça aussi, c'est un sacré boulot parce que bon, sur un circuit de régate, tu pourrais être tenté d'emmener plutôt des collègues qui naviguent bien et comme ça, Tu es sûr d'aller faire un bon résultat? voilà, c'est ça. Et en fait, d'avoir toujours ce souci de former, de transmettre, ben ça aussi, moi, je trouve que c'est inspirant. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire, justement aux femmes qui veulent se lancer dans ce milieu-là? Et alors, justement, je fais exprès de dire milieu parce que pas forcément pour celles qui ont envie de devenir navigatrices, mais je pense effectivement à voilà, aux celles qui se verraient bien présidente de club, team manager, intégrer, un short team, voilà, il y a évidemment une multitude et c'est ça qui est assez génial dans ce milieu-là, une multitude de métiers possibles. Eh bien, je leur dirais, mais allez-y les filles, allez-y. Alors, ce que j'ai constaté, alors team manager, hein, j'ai moins de, je connais, enfin, tu vois, je les connais moins, donc je serais moins aidante. Les présidentes de club, hein, je leur dis, ben, vas-y, parce que certaines me disent, tu sais, on me propose, je sais pas si je dois y aller ou pas. Je dis, mais vas-y, mais moi, je peux te mettre en relation avec d'autres présidentes de club. Je pense que le réseau, il est important et les femmes, elles ont besoin de ça, de se sentir soutenues par d'autres. D'autant plus que ce que j'ai constaté, c'est que quand une femme prend la présidence d'un club, souvent c'est quand ça va très très mal. Ah oui, On laisse la place aux femmes quand la situation est un peu désespérée, tu vois. d'accord. Et là, je pense que j'exagère à peine. Et en fait, je pense que les femmes, peut-être qu'elles ont ça aussi dans leur ADN, d'être un peu sauveuses ou je sais pas. Non. Et donc, en tous les cas, oui, je leur dirais, allez-y, mais par contre, il faut savoir s'entourer et avoir aussi peut-être des gens, des fois de l'extérieur, c'est aidant, ou des gens qui ont vécu la même situation. Oser quoi. Oser, carrément. Mais si on veut, on peut. Enfin, moi, je crois. Christine, tu te vois, rester encore, longtemps à ce poste? Tu as envie de voilà, de continuer, continuer, continuer à faire grandir cette idée-là? Alors là, je m'engage avec Jean-Luc Denéchaud sur l'Olympiade qui vient. Et je pense que l'idée, c'est de pouvoir passer le relais après et de préparer plutôt ce relais. Il y a quelque chose qui te rend fière particulièrement? Même si je sais que souvent quand je vous pose à toutes, la question, le mot fier, toujours: «Non, je ne pourrais pas dire fier», mais en tout cas, quand on repense à 2013 et quand Jean-Pierre Champion te propose de venir et on est 11 ans plus tard, est-ce que, quand tu regardes un peu en arrière, tu te dis: «Ça, c'est pas mal quand même»? Euh, Ça, c'est toujours difficile, hein. En tous les cas, ce dont je suis quand même fière, enfin, je sais pas si c'est fière, mais enfin, en tous les cas, je suis reconnaissante. C'est le fait que Jean-Luc Denéchaud me demande de m'engager à nouveau pour 4 ans à ses côtés et donc de poursuivre le travail entamé. Et ça, je trouve que c'est une marque de confiance auquel je suis sensible en tous les cas. Et sinon, ce qui me réjouit, même si ça va pas très vite, c'est le fait que quand même, euh, eh bien, les choses avancent favorablement et qu'aujourd'hui, j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais je crois que en 2013, on devait être à 23% de femmes enfin qui avaient une licence club. On est à 26, 27. Alors tu vois, c'est pas beaucoup, hein, mais ça augmente quand même. Voilà. Le le train est en marche en tout cas. Le train est en marche et puis surtout toutes ces initiatives qui sont prises pour favoriser justement la présence des femmes au sein de la voile, quoi. Plastimo, Transat, voilà, CLGP, enfin Le challenge, Océane aussi le par challenge exemple. Océane, voilà. Voilà. Donc les choses vont dans le bon sens, mais il faut toujours avoir cette vigilance parce que je pense que à une période où les moyens financiers
vont se restreindre. Il faut pas que ce soit les femmes qui en fassent les frais, les premières, quoi. Eh bien, que ça continue sur cette belle lancée. Merci Christine d'avoir été, avec nous, de nous avoir accordé de ton temps, pour cet épisode de Navigante. Bravo pour, voilà, bravo de tenir, toi aussi à ton niveau, à la fédération, à bout de bras ce projet et voilà, cette volonté, là qui ne se dément pas. Mais merci à toi aussi, Hélène, parce que je pense que tous ces portraits de navigantes, c'est aussi, ça contribue aussi à faire que les femmes se disent, elles ont réussi, elles ont mené leur projet à terme. Eh bien, peut-être que moi aussi, je peux le faire. C'est un peu l'objectif, donc que la vice-présidente de la Fédération française de voile en charge de la mixité, nous dise ça, et ben ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Merci Christine, bonne journée. Merci à toi aussi, Hélène. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Navigante, produit par Tip & Shaft. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus à le partager. Et si vous souhaitez suivre l'actu de la voile de compétition, abonnez-vous à la newsletter de Tip & Shaft, c'est gratuit, elle est envoyée chaque vendredi à 17h. Et pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt.